Il y a 50 000 ans, nos ancêtres marchaient pieds nus sur une terre brûlante, poursuivaient des antilopes jusqu'à l'épuisement et buvaient l'eau là où ils la trouvaient. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous s'effondreraient en quelques jours s'ils étaient laissés dans ces mêmes paysages, sans préparation ni ressources. Notre organisme ne tolérerait pas de l'eau non traitée. Et le corps commencerait à céder sous un soleil que d'autres êtres humains supportent pendant des heures, en ce moment même, pendant que vous regardez ceci. Qu'est-ce qui sépare ces personnes de nous? La génétique? Ou le savoir que nous avons perdu? Nous sommes des millions à regarder des documentaires pour comprendre comment vivent ceux qui n'ont pas besoin de ce que nous jugeons indispensable. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose que l'anthropologie moderne documente, mais explique rarement avec une honnêteté brutale. Comment 6 peuples africains survivent dans des environnements où le corps humain ordinaire échoue, et pourquoi leur isolement apparent n'est pas du romantisme, mais une stratégie de survie documentée depuis des décennies. Si ce voyage vous amène à repenser ce dont le corps humain est réellement capable, abonnez-vous à Tribu du Monde et accompagnez-nous dans chaque exploration. À présent, entrons dans le premier de ces territoires où survivre n'est pas une option, mais une exigence permanente. 1. Baka. Là où le corps s'use avant de céder, les Baka vivent dans les forêts denses du sud-est du Cameroun, dans des régions où la canopée ferme presque totalement le passage de la lumière et où l'humidité reste élevée tout au long de l'année. Le sol est meuble, recouvert de couches de feuilles en décomposition, et chaque déplacement implique d'avancer dans la boue parmi des racines dissimulées et une végétation qui se régénère en quelques semaines. Ici, il n'existe ni chemin stable, ni repère visible. La forêt efface rapidement toute trace. Leur invisibilité apparente ne relève pas d'un choix symbolique. Les Baka restent dissimulés parce que cet environnement est pratiquement inaccessible, sans un savoir acquis dès l'enfance. Ils se déplacent sur des sentiers invisibles, mémorisés à partir de l'inclinaison du terrain, de la disposition de certains arbres et des sons souterrains de l'eau. Pour un étranger, même pour des chercheurs expérimentés, avancer sans guide revient à tourner en rond à quelques mètres seulement du point de départ. Pénétrer dans ce territoire sans cette carte mentale entraîne des conséquences rapides. L'acoustique de la forêt déforme les sons et brouille l'orientation. Et l'humidité empêche l'évaporation correcte de la transpiration, accélérant la fatigue et la déshydratation. La forêt attaque sans bruit. Elle s'accroche, envahit et use sans que l'on s'en rende compte. Dans ce même espace fermé circulent des éléphants de forêt, des buffles rouges et, parfois, des léopards. Sans savoir quelles plantes sont comestibles et lesquelles sont toxiques, le risque d'empoisonnement est élevé. Une blessure mineure peut s'infecter rapidement. Des maladies comme le paludisme ou des complications liées à un accident sans soin transforment la forêt en un milieu implacable pour quiconque ne sait pas la lire. Ici, la dégradation ne survient pas d'un seul coup. Elle commence dès les premiers pas. Il n'y a jamais de véritable silence. Insectes, craquements, quelque chose qui se déplace hors de votre champ de vision. La fatigue s'installe sans prévenir. Pas comme un choc, mais comme une perte lente de précision. Les jambes deviennent plus lourdes qu'elles ne devraient l'être. L'attention se fragmente. De petites erreurs apparaissent. Un pas mal assuré, une branche non repérée, une pause trop longue. Et dans cette forêt, se tromper ne signifie pas s'arrêter. Cela signifie s'exposer. Pendant que vous tentez de tenir, les Baka avancent sans se presser. Ils ajustent leur rythme, savent quand s'arrêter, quand boire, quand dévier de quelques mètres pour éviter une zone saturée d'insectes ou un sol bruyant. Ils ne forcent pas le corps, ils le gèrent. Car ici, ce n'est pas celui qui va le plus vite qui survit, mais celui qui sait exactement jusqu'où il peut aller sans se briser. Ils font partie des peuples chasseurs-cueilleurs de la forêt équatoriale,
souvent regroupés sous le terme anthropologique de pygmées, aujourd'hui discuté mais encore présent dans la littérature scientifique. Des études génétiques suggèrent des séparations très anciennes entre ces peuples forestiers et les populations agricoles arrivées plus tard. Au fil des siècles, les Bakas ont été progressivement repoussés par des groupes agricoles et, durant la période coloniale française, exclus de toute reconnaissance territoriale. Cette situation perdure. Leurs terres ne figurent pas comme propriété ancestrale dans les registres de l'État. Leur manière de résister au monde extérieur n'est pas la confrontation, mais la mobilité. Ils sont semi-nomades. Ils construisent dans des campements temporaires, les mongulus, qu'ils abandonnent toutes les quelques semaines. Lorsque des exploitants forestiers arrivent, ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt. Lorsque des missionnaires ou des ONG apparaissent, ils acceptent ponctuellement des outils ou des médicaments, mais évitent la sédentarisation. Ils n'accumulent pas de biens, n'ont pas de chef centralisé et ne fixent pas d'établissement permanent pouvant être contrôlé. La résistance Baka est logistique et silencieuse. Leur subsistance repose sur une connaissance détaillée de l'environnement. Ils récoltent les fruits d'Irvingia gabonensis, les noix de Kula edulis, les tubercules de Dioscorea, les feuilles de Gnetum africanum et les larves de charançon du palmier extraites de palmiers abattus. Ils consomment du miel sauvage provenant de plusieurs espèces d'abeilles, des termites ailés pendant la saison des pluies et des fourmis tisserandes. Ils chassent des duikers, des sangliers, des singes mangabais et des porcs épics, et pêchent des silures et des tilapias dans les ruisseaux à l'aide d'extraits végétaux qui étourdissent les poissons sans contaminer l'eau. Ils ne cultivent pas et ne domestiquent pas d'animaux. Tout dépend d'une lecture précise de la forêt. Traditionnellement, ils portaient des fibres obtenues à partir de l'écorce battue d'Anthiaris toxicaria. Aujourd'hui, ils utilisent des vêtements acquis par échange avec des populations voisines, bien que de nombreux jeunes enfants restent nus. Ils marchent pieds nus. La plante du pied développe une callosité extrême qui permet de se déplacer rapidement et évite les infections que des vêtements serrés favoriseraient dans un environnement constamment humide. Pour les Bakas, la forêt, combat, n'est pas un symbole abstrait, mais un système vivant qui réagit au comportement humain. Avant de chasser, ils chantent pour prévenir Djengi, l'esprit de la forêt. Au-delà de la dimension spirituelle, ces chants remplissent une fonction pratique de cohésion et de coordination du groupe. Les rites d'initiation comprennent des semaines d'isolement en forêt, durant lesquelles on apprend à s'orienter, à reconnaître les plantes toxiques et à résister à la faim. Il n'existe ni temple ni texte sacré. Le savoir se transmet oralement et se valide par l'expérience directe. Ils parlent le Baka, une langue oubanguienne sans écriture standardisée, dotée d'un vocabulaire extrêmement précis pour décrire les états de la forêt, les types de pluie, les sons nocturnes et les textures végétales. Bien que de nombreux jeunes adultes maîtrisent des langues régionales ou un peu de français, la transmission intergénérationnelle du Baka s'affaiblit. Leurs outils obéissent à une logique de légèreté et d'efficacité. Arcs en bois, flèches empoisonnées avec des sèves végétales, filets de chasse collectifs pouvant atteindre 100 mètres, pièges à collets, paniers imperméables pour le miel et torches en résine. Le métal ne fait pas partie de leur technologie traditionnelle. Machettes et pointes métalliques arrivent par échange. Les cosmologies documentées évoquent combat comme force vitale et Djengi comme gardien et médiateur de la forêt. Il ne s'agit pas d'un dieu créateur, mais d'un maître. Les morts sont enterrés sans marque permanente et retournent à la forêt en tant qu'ancêtres diffus, sans individualisation ni jugement ultérieur. Dans leurs codes sociaux, l'habileté à la chasse prime sur l'apparence. Le mariage implique une période de service de l'homme auprès de la famille de la femme. La polygamie est possible si toutes les épouses peuvent être entretenues. Le divorce n'est pas stigmatisé.
Les enfants relèvent d'une responsabilité collective et les soins sont partagés entre femmes apparentées. Aujourd'hui, leur survie est menacée par la déforestation industrielle, la création de parcs qui les expulsent de leurs territoires ancestraux, la violence des écogardes, l'introduction de l'alcool et de maladies, ainsi que la perte progressive de leur langue. Ils ne disparaissent pas parce que leur mode de vie serait inviable, mais parce que d'autres ont décidé que la forêt devait avoir un autre usage. Et lorsque ces décisions sont prises de l'extérieur, les conséquences ne sont plus abstraites, elles se ressentent dans le corps. Qui décide quel mode de vie mérite de perdurer? Si, dans cet environnement, le corps s'use lentement, pris dans l'humidité, les ombres et la désorientation, ce qui suit supprime toute marge d'erreur. Car lorsque la forêt disparaît, survivre ne consiste plus à éviter les dangers, mais à trouver de l'eau là où il n'y en a pas. 2. Essan, Ju/Oanzi. Survivre là où l'eau n'existe pas. Les Ju/Oanzi, l'un des sous-groupes du peuple San, vivent dans le désert du Kalahari, principalement dans la région de Niae Niae, au nord-est de la Namibie, avec des extensions vers le Botswana. Il ne s'agit pas d'un désert de dunes continues, mais d'une savane aride au sol sableux rouge, à la végétation épineuse clairsemée et aux pluies très faibles, concentrées sur quelques mois de l'année. Les températures dépassent les 45 degrés en journée et peuvent descendre près de zéro la nuit. Ici, l'isolement n'est pas culturel, il est biologique. Le Kalahari est un désert de la soif. Sans savoir où trouver de l'eau, le corps humain ne tient pas plus de quelques jours. Les Ju/Oanzi ne sont pas cachés parce qu'ils évitent le contact, mais parce que l'environnement élimine quiconque ne sait pas le lire. Seuls ceux qui connaissent les racines capables de stocker l'humidité sous terre, qui savent repérer les melons tsama en saison ou dissimuler de l'eau dans des coquilles d'œufs d'autruche, peuvent rester dans ce paysage. Avancer sans ces connaissances entraîne des conséquences immédiates. La déshydratation commence dès les premières 24 heures. Le soleil accélère la perte de liquide, la confusion mentale s'installe et le risque d'effondrement physique augmente. À cela s'ajoutent les lions, les léopards, les hyènes et des serpents extrêmement venimeux. Sans savoir lire les traces, un point d'eau peut devenir un piège. Sans connaissance botanique, une racine mal choisie peut être mortelle. D'un point de vue génétique et archéologique, les San sont considérés comme l'une des lignées humaines les plus anciennes documentées, avec des séparations très précoces par rapport à d'autres groupes humains. Ils sont chasseurs-cueilleurs du Kalahari depuis des dizaines de milliers d'années. La colonisation européenne a entraîné dépossession et violences structurelles, et plus récemment, des gouvernements ont déplacé de force des communautés San afin de permettre l'exploitation des ressources, même après des décisions de justice reconnaissant leur droit à retourner sur leurs terres. Leur réponse historique n'a pas été la confrontation directe, mais une mobilité extrême. Ils changèrent de camp en suivant l'eau et le gibier, s'enfonçant dans des zones où l'élevage et l'agriculture ne pouvaient pas survivre. Aujourd'hui, leur savoir écologique demeure indispensable à la gestion des parcs naturels, même si cette dépendance ne leur a pas garanti de protection. Leur alimentation reflète une adaptation extrêmement précise au désert. Ils récoltent les noix de mongongo, base calorique essentielle, des fruits du baobab, des racines hydratantes, des melons saisonniers et des fruits sauvages. Ils chassent des antilopes comme le koudou et l'oryx par pistage prolongé, ainsi que des phacochères et des autruches. Ils exploitent également les œufs d'autruche, le miel, les reptiles, les termites ailés et des chenilles riches en protéines qui apparaissent à des moments précis de l'année. Les vêtements traditionnels, confectionnés en peau d'antilope, protègent du soleil le jour et conservent la chaleur la nuit. Les perles fabriquées à partir de coquilles d'œufs d'autruche servent à la fois d'ornement, de monnaie et de marqueur social.
Aujourd'hui, ces éléments coexistent avec des vêtements occidentaux obtenus par échange ou par des travaux occasionnels. Leur spiritualité n'idéalise pas l'environnement. Ils croient en des divinités puissantes et imprévisibles et pratiquent des danses de transe permettant aux guérisseurs d'intervenir dans les maladies et les conflits, renforçant ainsi la cohésion sociale. Il n'existe ni clergé fixe ni hiérarchie religieuse rigide. Ils parlent le Ju/Hoan, une langue Khoisan d'une grande complexité phonétique, dotée d'un vocabulaire extrêmement précis pour décrire les plantes, les animaux et les traces. Cependant, cette langue est aujourd'hui menacée par la scolarisation et la pression culturelle extérieure. Leurs technologies sont légères et efficaces. Petits arcs, flèches empoisonnées avec des toxines végétales et animales, bâtons à fouir durcis au feu et coquilles d'œufs réutilisées comme gourdes. La chasse n'est pas immédiate. L'animal peut mettre plusieurs jours à tomber et suivre sa piste exige endurance et mémoire du terrain. Aujourd'hui, les Ju/Onsi font face au déplacement territorial, aux maladies introduites, à l'alcoolisme dans des contextes de sédentarisation forcée, à l'exploitation touristique et aux effets du changement climatique. Ils n'ont pas cessé de survivre parce que le désert aurait changé, mais parce que même les lieux où l'eau n'existe pas ont été revendiqués par le monde moderne. Si ce que vous venez de voir vous semble déjà être une manière extrême d'habiter le monde, poursuivez avec nous, car désormais, la survie cesse d'être une adaptation et devient une épreuve constante. 3. Karamojong. Vivre lorsque la faim est aussi humaine. Les Karamojong habitent en la région de Karamoja, dans le nord-est de l'Ouganda, une bande de savane semi-aride enclavée entre le Kenya et le Soudan du Sud. Le paysage est ouvert et hostile. Sol pierreux, acacias dispersés, pluies irrégulières et températures dépassant les 35 degrés en journée, tandis que les nuits peuvent devenir étonnamment froides. Ici, survivre ne consiste pas à endurer, mais à anticiper la pénurie. Ils ne sont pas dissimulés par la géographie, mais par la violence. Karamoja est marqué depuis des décennies par des raids de bétail entre clans, par la présence intermittente de l'armée ougandaise et par une circulation constante d'armes automatiques héritées des conflits régionaux. Les frontières naturelles sont inutiles. L'isolement est imposé par une insécurité permanente. Entrer sans médiation locale comporte un risque immédiat. Dans un territoire où le bétail équivaut à la vie, toute personne peut être perçue comme un voleur ou un ennemi. Les armes font partie du paysage humain. À cela s'ajoutent des maladies endémiques telles que le paludisme ou la trypanosomiase, la déshydratation, l'insolation et la présence de grands animaux sauvages. Ici, le danger ne distingue pas la nature de la société. Les Karamojong sont un peuple nilotique qui a migré depuis le bassin du Nil Blanc il y a plusieurs siècles. Pendant des décennies, les tentatives extérieures de contrôle et de désarmement ont détruit des villages et rompu leur équilibre. Loin de pacifier la région, ces interventions ont renforcé une logique de survie armée. Leur réponse au monde extérieur n'a pas été l'intégration, mais une résistance organisée. Les jeunes participent à des incursions pour voler du bétail à des clans rivaux ou à des peuples voisins. Ce n'est pas seulement de la violence, c'est une économie. Sans bétail, il n'y a ni mariage, ni statut, ni avenir. Les projets agricoles imposés de l'extérieur ont échoué par manque d'eau et parce qu'ils ignoraient la logique pastorale. L'autorité réelle demeure entre les mains des conseils d'anciens, en dehors de l'État. L'alimentation tourne autour du bétail. Ils consomment du lait mélangé à du sang prélevé sur des animaux vivants à l'aide de techniques précises qui ne les tuent pas. La viande est réservée aux cérémonies ou à des moments exceptionnels. Le régime est complété par des fruits sauvages, du miel, des feuilles comestibles, du petit gibier et, lorsque les pluies le permettent, de petites cultures de sorgho. À Karamoja, chaque décision alimentaire est stratégique. Les vêtements et les marques corporelles,
reflètent l'identité plus que la nécessité. Couverture légère, jupe en cuir, collier de perles et scarification racontent l'âge, le clan et la bravoure. La nudité n'est pas un manque, c'est une affirmation culturelle. Dans leur vision du monde, Akuj est le créateur lointain et les ancêtres servent d'intermédiaires entre le monde humain et le monde spirituel. Le bétail occupe le centre de cette relation. Chaque vache a un nom, une lignée et une valeur rituelle. La sacrifier sans raison cérémonielle est impensable. Les montagnes, en particulier le mont Moroto, sont des espaces sacrés liés aux initiations et aux enterrements. Ils parlent le Ngakari Mojang, une langue nilotique dotée d'un vocabulaire extrêmement précis pour décrire le bétail et l'environnement. Bien que l'alphabétisation soit faible, la transmission orale maintient vivant un savoir détaillé qui n'a pas besoin de l'écrit pour fonctionner. Aujourd'hui, les Karamojong font face à des sécheresses de plus en plus fréquentes, à la perte des pâturages, à l'exploitation minière illégale, à la violence étatique, à des famines récurrentes et à une pression croissante pour abandonner le pastoralisme. Beaucoup de jeunes migrent vers les villes, où les connaissances qui garantissaient la vie à Karamoja ne servent plus. Face à ce contexte, la question devient inévitable. Que se passe-t-il lorsque la survie ne dépend plus seulement de la résistance à l'environnement, mais de la compétition avec d'autres êtres humains pour ce qui permet de rester en vie? Restez attentifs, car nous laissons maintenant derrière nous des territoires où subsistait encore une marge de négociation. À partir d'ici, il n'y a plus de refuge, plus de pause, ni de seconde chance. Nous entrons dans un territoire où rester immobile signifie disparaître, et où se déplacer est la seule façon de continuer à exister. 4. Somalis nomades, Ogaden. Exister sans aucun refuge possible. Les Somaliens nomades du clan Ogaden vivent dans la région somalie de l'Éthiopie, historiquement connue sous le nom d'Ogaden, un territoire de désert et de semi-désert qui s'étend vers la Somalie et le nord-est du Kenya. Le paysage est ouvert et hostile. Dunes, plaines pierreuses et végétation clairsemée composée d'arbustes résistants à la sécheresse. Les pluies sont rares et irrégulières, et les points d'eau peuvent être séparés par plus de 100 km. Le jour, la chaleur dépasse facilement les 40 degrés. La nuit, la température chute brutalement. Dans cet endroit, la notion même de refuge n'existe pas. Si l'on s'arrête trop longtemps, on s'expose. Si l'on se déplace sans connaître le terrain aussi. L'isolement de ces nomades n'est pas culturel, mais le résultat de deux forces combinées, un environnement extrême et un conflit armé permanent. L'Ogaden est une région militarisée depuis des décennies, marquée par des litiges frontaliers, des insurrections et des opérations de l'armée éthiopienne. L'accès des journalistes et des organisations humanitaires y est fortement restreint et tout déplacement sans contacts locaux comporte le risque d'être pris pour un combattant ou un espion. Tenter d'y entrer sans médiation revient à accepter un danger immédiat. Les détentions arbitraires, les enlèvements ou la violence armée font partie du contexte. À cela s'ajoute une déshydratation critique. Les puits ne se voient pas. Ils se connaissent. Sans guide, la soif peut tuer en quelques jours. Le soleil brûle la peau et aveugle le regard. Hyènes, chacals et serpents venimeux partagent le territoire. Ici, une erreur ne se corrige pas. Elle se paie. Les Somaliens sont un peuple couchitique doté d'une longue tradition pastorale. Depuis des siècles, les clans Ogaden organisent leur vie autour des chameaux, des chèvres et des moutons, se déplaçant pour exploiter des pâturages éphémères. L'histoire récente du territoire est marquée par l'annexion éthiopienne, des guerres frontalières et une insurrection prolongée qui a laissé des villages détruits, des puits inutilisables et des populations déplacées. Leur manière de résister au monde extérieur repose sur une mobilité extrême et une organisation clanique. La loyauté envers le clan prime sur l'État. Lorsque l'armée avance,
Les familles se dispersent, les troupeaux sont divisés et, des semaines plus tard, se retrouvent en des points convenus. Le système Xir, une loi coutumière appliquée par les anciens, régule les conflits, les compensations et les alliances en dehors du cadre juridique étatique. L'alimentation dépend presque entièrement du bétail. Le lait de chamelle constitue la base du régime, consommé frais ou fermenté. La viande est rarement mangée, lors de célébrations ou lorsqu'un animal meurt. L'alimentation est complétée par du riz obtenu par troc, des dattes, du sucre et du thé au lait. Ils récoltent également des résines comme la myrrhe et l'encens, des produits historiquement précieux. Ils ne cultivent pas. Se déplacer est plus sûr que rester. Le vêtement remplit une fonction strictement pratique. Des tissus clairs et légers protègent du soleil et permettent la ventilation. Les hommes portent des tuniques et des dagues traditionnelles. Les femmes, de longues robes et des voiles. Ce n'est pas de l'ornement. C'est de la survie dans un espace sans ombre permanente. Sur le plan spirituel, l'islam sunnite structure la vie quotidienne, des prières aux normes familiales. Subsistent toutefois des croyances plus anciennes liées aux puits, aux arbres et à certains lieux du désert. La poésie orale n'est pas un divertissement. Elle est mémoire collective, loi et généalogie récitée. Il parle le somali, une langue couchitique dotée d'une tradition orale exceptionnelle. Bien que l'alphabétisation soit faible parmi les nomades, la transmission orale maintient vivantes les règles, l'histoire et le sentiment d'appartenance. Face à ce contexte, que signifie survivre lorsqu'il n'existe aucun lieu où s'arrêter? Pour de nombreux Somaliens nomades de l'Ogaden, cela signifie aujourd'hui fuir des sécheresses de plus en plus extrêmes, perdre les terres de pâturage et finir dans des camps de réfugiés où la mobilité, clé de leur survie, devient impossible. Mais même dans un monde sans refuge, il existe quelque chose de pire encore, dépendre d'un territoire qui ne répond plus. Maintenant, vous comprendrez pourquoi. 5. Da-Hassanek, quand le fleuve cesse d'obéir. Les Dassanek vivent dans le delta du fleuve Omo, là où ses eaux atteignent le lac Turkana, à la frontière entre le sud de l'Éthiopie et le nord du Kenya. C'est une bande de vie entourée de savanes semi-arides et de déserts. Pendant des générations, les crues saisonnières du fleuve inondèrent les plaines, déposaient des sédiments fertiles et permettaient de semer précisément au moment où l'eau se retirait. Tout dépendait de ce rythme. Imaginez marcher le long du fleuve en sachant que s'il ne monte pas, il n'y aura pas de récolte, que sans récolte, le bétail ne résiste pas, et que lorsque le bétail meurt, toute la communauté commence à s'effondrer. Mais comment survivre lorsque même la nature cesse de répondre? Les Dassanek ne sont pas isolés par choix. Le delta de l'Omo est une région reculée, dépourvue d'infrastructures, traversée par des conflits armés et surveillée par une présence militaire. Entrer sans médiation locale comporte un risque immédiat. Affrontements interethniques, accusations d'espionnage, maladies transmises par l'eau et prédateurs qui transforment le fleuve en frontière mortelle. Crocodiles, hippopotames et parasites partagent les mêmes eaux qui soutiennent la vie. Ce peuple nilotique est arrivé dans la région il y a plusieurs siècles et a développé une économie mixte fondée sur le pastoralisme et l'agriculture de décrue. Pendant des générations, ils ont cultivé le sorgho et le maïs sur des terres fertilisées chaque année par le fleuve, complétant leur alimentation par la pêche et les ressources sauvages. Mais cet équilibre s'est rompu lorsque des barrages construits en amont ont modifié le cours naturel de l'Omo. Les crues ont cessé d'arriver. Le fleuve a cessé d'obéir. La réponse n'a pas été passive. Les Dassanek ont résisté par la mobilité, les armes et la cohésion tribale. Les conflits pour les pâturages et l'eau se sont intensifiés, notamment avec des peuples voisins comme les Turkana. Sans représentation politique ni droit foncier reconnu,
Ils ont vu leur territoire concédé à de grands projets agricoles, tandis qu'ils perdaient la base même de leur subsistance. Leur alimentation reflète cette dépendance extrême à l'environnement. Traditionnellement, ils vivaient du lait et du sang du bétail, des cultures liées aux crues et de la pêche dans l'Omo et le lac Turkana, tilapias, perches et poissons-chats. Ils récoltèrent des fruits, du miel et chassaient des animaux locaux. Aujourd'hui, avec l'effondrement du régime du fleuve, de nombreuses familles dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. Les vêtements et les décorations corporelles ne sont pas des ornements. Scarification, perles, plumes et perforations indiquent l'appartenance, l'âge et le statut. La nudité n'est pas la pauvreté, c'est l'identité. Chaque marque raconte une histoire dans un environnement où il n'existe pas d'archives écrites. Dans leur vision du monde, Wak est le créateur du monde et le fleuve Omo est un don sacré. Lorsque le fleuve ne monte plus, il ne s'agit pas seulement d'une crise économique, c'est une rupture spirituelle. Les rituels de pluie, les sacrifices et la divination tentent de rétablir un ordre qui ne répond plus. Ils parlent le Dahazanek, une langue nilotique transmise presque exclusivement de manière orale. L'alphabétisation est minimale, mais la connaissance du fleuve, du bétail et du climat a suffi pendant des siècles à soutenir la vie. Leur technologie était conçue pour un monde qui fonctionnait. Aujourd'hui, ce monde n'existe plus. Les Dassanèches font face à la faim chronique, aux conflits armés, aux déplacements forcés et à la perte irréversible de leur système de vie. Non pas parce que le fleuve a disparu, mais parce qu'il a été contrôlé de loin, sans tenir compte de ceux qui en dépendaient. Et lorsque même l'eau cesse de répondre, il reste un dernier scénario où aucune marge d'erreur n'est possible. Un lieu où l'on ne peut ni fuir, ni négocier, ni attendre de l'aide. Êtes-vous prêt à le découvrir? 6. Mbuti. La forêt comme système total de vie. La forêt d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, n'est pas un environnement que l'on traverse. C'est un environnement qui vous absorbe. La canopée ferme la lumière, l'humidité ne baisse jamais et la visibilité dépasse rarement 20 mètres. Le sol est fait de boue, de racines dissimulées et de feuilles en décomposition. Ici, chaque pas exige de l'énergie, de l'attention et de la mémoire. Imaginez marcher sans horizon, sans silence et sans repère. Le son vous entoure, mais ne vous oriente pas. La forêt ne s'impose pas par une violence immédiate, mais par une usure constante. Les Mbuti vivent ici depuis des millénaires. Ils ne sont pas dissimulés par choix culturel, mais parce que la forêt et la guerre les rendent invisibles. L'Ituri est marqué depuis des décennies par des conflits armés, des milices actives et une violence extrême. Les Mbuti survivent dans des camps temporaires, au cœur profond de la forêt, qu'ils abandonnent dès qu'ils perçoivent un danger. Ils ne laissent aucune trace, n'établissent aucun village permanent, disparaissent et réapparaissent. Entrer sans connaissance locale, c'est se perdre en quelques heures. Et ici, se perdre ne veut pas dire s'arrêter. Cela signifie disparaître. La désorientation est immédiate. S'y ajoutent des maladies transmises par les insectes, des parasites de l'eau, des serpents venimeux, des éléphants de forêt, des buffles et des prédateurs nocturnes. Sans savoir quelles plantes sont comestibles, une intoxication peut être mortelle. Sans connaître la forêt, marcher revient à tourner en rond jusqu'à l'effondrement. Sur le plan génétique, les Mbuti appartiennent à certains des lignages humains les plus anciens documentés. Pendant des siècles, ils ont entretenu une relation ambiguë avec les peuples voisins. Ils échangent viande et miel contre du métal et des cultures, tout en conservant une autonomie réelle au sein de la forêt. La colonisation et les guerres congolaises ont brisé cet équilibre, les exposant aux déplacements forcés, à la violence et à des persécutions extrêmes. Leur manière de résister n'est pas la confrontation, mais l'invisibilité. Ils n'ont ni chef centralisé, ni bien accumulable. Tout est portable. Lorsque la pression augmente,
le camp se dissout et la forêt se referme. En période de crise, famine, épidémie ou guerre, ils pratiquent le rituel du molimo, des chants nocturnes destinés à réveiller la forêt. Il ne s'agit pas d'une supplique religieuse, mais d'une affirmation collective d'appartenance et de résistance psychologique. Leur subsistance dépend entièrement de la forêt. Ils récoltent du miel sauvage, des fruits, des noix, des tubercules, des champignons et des larves. Ils chassent à l'aide de filets collectifs et de flèches empoisonnées et pêchent dans les ruisseaux avec des extraits végétaux. Ils ne cultivent pas. Si la forêt échoue, il n'existe aucune alternative. Et c'est ici que la question surgit inévitablement. Combien de temps votre corps résisterait-il dans un lieu où il n'existe pas de dehors? Les vêtements sont minimaux et fonctionnels. La peau s'adapte mieux que le tissu dans un environnement humide. Les peintures corporelles et les scarifications ne sont pas des ornements. Elles protègent, identifient et racontent l'appartenance. Chaque corps est une archive vivante. Pour les Mbuti, la forêt n'est ni une ressource ni un symbole. C'est un être vivant. Il n'existe pas de Dieu créateur séparé. La forêt a toujours été là. Et les humains vivent en son sein, comme à l'intérieur d'un corps. Les morts retournent à la forêt sans rituels élaborés. Il n'y a ni jugement, ni châtiment, seulement la continuité. Ils parlent des langues adoptées auprès des peuples voisins, mais conservent un vocabulaire d'une extrême précision pour décrire les plantes, les animaux et les sons. L'écriture n'est pas nécessaire lorsque la survie dépend de l'écoute et de la mémoire. Leur technologie s'est conçue pour un monde en mouvement. Aujourd'hui, ce monde se rétrécit. La guerre, la déforestation, l'exploitation minière, les parcs militarisés et les épidémies referment même ce dernier refuge. Les Mbuti ne disparaissent pas parce que leur mode de vie ne fonctionne pas. Ils disparaissent parce que même la forêt, leur unique système de vie, est en train de cesser de leur appartenir. 6 peuples, 6 paysages qui mettraient la plupart d'entre nous à l'épreuve en très peu de temps. Et pourtant, pendant des siècles, pendant des millénaires, ces communautés ont persisté là où nous échouerions avant le 3e lever du soleil. Mais ceci n'est pas une leçon de survie. C'est un rappel de quelque chose que nous avons oublié lorsque nous allumons la climatisation. Lorsque nous ouvrons le robinet sans y penser, lorsque nous achetons de la nourriture sans savoir d'où elle vient, que le corps humain peut supporter bien plus que ce que notre vie moderne nous laisse croire. Les Bakas s'orientent dans une forêt où nous nous perdrions en quelques minutes. Les San trouvent de l'eau dans un désert où nous mourions de soif. Les Karamojong, les Somaliens nomades, les Daasanek et les Mbuti vivent dans des mondes qui ne peuvent se maintenir que grâce à un savoir transmis de génération en génération. Et maintenant, alors que nous les voyons disparaître, à cause des barrages, des guerres, de frontières qu'on ne leur a jamais demandées, de maladies venues de l'extérieur, d'un climat qui change plus vite qu'ils ne peuvent s'adapter, une question dérangeante surgit. Que perdons-nous lorsqu'un peuple qui sait vivre sans ce que nous croyons indispensable disparaît? Dites-nous quel peuple vous a le plus fait réfléchir. Si ce documentaire vous a interpellé, abonnez-vous à Tribu du Monde et rejoignez cette communauté. Écrivez dans les commentaires le mot-clé « deuxième partie » si vous souhaitez poursuivre ce voyage. Car pendant que vous décidez si ce documentaire mérite votre attention, eux décident s'ils mangeront aujourd'hui. À la prochaine destination.